Focus Podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, même ceux qui pensent que ça va, je marche un peu, suffit. On vit dans une époque où on n'a jamais eu autant d'informations sur le sport et paradoxalement, on n'a jamais été aussi peu capable de bouger correctement. Mal de dos à 30 ans, hanches raides, épaules verrouillées, essoufflement en montant 3 étages, pour beaucoup c'est devenu la norme. Mais est-ce vraiment normal ? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Axel Bochereau, enseignant en activité physique adaptée, qui travaille au quotidien avec des personnes sédentaires, des publics fragilisés et tous ceux qui veulent simplement retrouver un corps fonctionnel. On va parler de son parcours, de ce qu'il observe sur le terrain, de pourquoi tant de gens perdent leur mobilité dès la trentaine et surtout d'une question qui fait débat. Est-ce que ne pas faire de sport préserve le corps ou est-ce que ça le détruit à petit feu ? Si vous voulez comprendre ce qui arrive à votre corps quand vous ne bougez pas et surtout comment inverser la tendance, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute à vous. Axel, bonjour, bienvenue sur le podcast. Salut Sébastien, merci pour l'invitation. Écoute, avec plaisir, hein. Tu m'as été recommandé, donc, comme on disait, par Lucas Olivier, donc j'ai déjà reçu sur un précédent podcast. Ok. Donc tu es aussi enseignant en activité physique adaptée, comme lui. Exactement. Bon, après, tu as aussi d'autres cordes à ton arc, je me suis noté ça un petit peu pour plus tard, mais est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Mon parcours, c'est un début vers l'activité physique et le sport très très jeune, comme pour tous et tous tes invités j'imagine, autour de 6 ans. Après un parcours aux études en lycée avec option sport. Donc au lieu d'avoir... donc c'était pas sport-études, c'est vraiment lycée classique, bac général, etc. avec option sport. Et à ça, on avait 2 heures de sport, donc ça c'est le tronc commun, et 6 heures... par semaine en plus, et on était sensibilisés aux métiers liés ou près de loin à l'enseignement, l'activité physique, le sport. Après, ça m'a permis de pouvoir me diriger vers le cursus STAPS, donc la fac de sport, où je suis arrivé au Mans en 2013, et j'ai fait mon parcours STAPS licence et master APAS à l'université du Mans, donc j'ai fait mes 5 années d'une file de 2013 à 2018. Et j'ai commencé à bosser en tant qu'enseignant APA en 2017 pendant mon master 2. Ça faisait un peu comme un master en alternance où j'alternais les cours, surtout sur un premier semestre de septembre à début janvier les partiels et puis après au boulot de janvier jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et puis voilà, je travaille sur le terrain depuis bientôt 10 ans. On arrive à la fin de l'année, là, ce sera ma 10e année sur le terrain. On se fait vieux, hein ? Ouais, déjà. Mes étudiants en ce moment, ils ont 10 ans de moins que moi, donc ça commence à faire, ouais. Ah, c'est choquant quand on commence à dire les jeunes. Ouais, les L3 que j'encadre, c'est des 2005, c'est la promo de 2005 et moi je suis de 95, donc là ouais, ça fait pile 10 ans d'écart. Ça commence à faire bizarre. Pourquoi avoir choisi l'APA plutôt que, on va dire, un cursus un peu comme tout le monde, où tout le monde s'oriente vers coach sportif, préparateur physique ? Ouais. En parcours terminal, tu sais, tu peux aller faire les portes ouvertes des universités. Et c'est à ce moment-là où, aux portes ouvertes, on nous présente les différentes filières en STAPS. Donc moi, j'ai toujours voulu travailler autour du sport, dans le sport, que ce soit, comme tu disais, coach sportif. J'aimais déjà beaucoup la musculation au lycée, on en avait fait, on avait accès à une salle. J'ai eu aussi un parcours en tant que patient, je me suis fait les croisés comme tout bon footballeur pendant les années de lycée. Donc j'ai aussi un parcours en kiné, donc j'ai eu beaucoup aimé la kiné. Mais là où ça m'a freiné, c'est la patientèle qui était assez âgée, vieillissante. Et moi chez le kiné, je faisais des exercices et tout, donc pour mon genou c'était cool. Mais je voyais beaucoup de patients à côté qui étaient assez âgés, qui venaient juste pour faire des massages ou se mettre sur une machine et tout. Et je me suis dit, ok, c'est cool la kiné, mais est-ce que c'est ça que tu as envie de faire, masser des personnes âgées? Tu vois, c'était avant 2013, donc la kiné a bien évolué depuis ces 10-12 dernières années. Mais à l'époque, c'était encore le masseur kinésithérapeute, et il y avait beaucoup de patients qui venaient pour masser, donc je me suis remis en question sur ça. Et le côté activité physique, coach sportif, kiné, rééducation, réathlétisation, c'était hyper intéressant. Et quand je suis arrivé en STAPS, on m'a présenté la filière APAS, qui était on va dire, un juste milieu entre le kiné qui prendrait en charge des patients plutôt sur une partie primaire,
rééducation post-trauma ou accident ou opération, etc. Et le coach sportif qui va prendre en charge plutôt des personnes qui ont des besoins mais sans pathologie, sans difficulté particulière. Ça peut être prise de poids, perte de poids, gain de masse, augmentation de la force, etc. Et donc c'était le juste milieu qui était encore en voie de développement, hyper intéressant. On devait rééduquer par les exercices physiques, rééduquer par la musculation, par l'entraînement, etc. Donc je trouvais ça cool comme voie qu'on présentait et je me suis dit allez pourquoi pas, je pars en STAPS, dans tous les cas je voulais faire STAPS et en STAPS tu pouvais aller vers l'enseignement pour devenir prof d'école, prof de collège, prof d'EPS au lycée, tu pouvais aller vers l'entraînement sportif pour être plus coach ou préparateur. Mais j'avais peur à l'époque. On me présentait le métier de coach comme quelque chose de difficile à développer pour se faire une clientèle. Donc, je sais pas ce que toi t'en penses ou comment t'as été formé par rapport à ça, mais c'est vrai que tout de suite, ça m'a mis un frein du haut de mes 18 ans de me dire, ah ouais, va falloir travailler à son compte, va falloir démarcher, va falloir se faire un réseau, ça va être difficile, en fait. Donc, c'est ce qui m'a un peu freiné sur le métier de coach sportif. Et donc, la dernière voie ou la voie qui me correspondait le plus, c'était vers la basse. Aujourd'hui, avec quel public tu travailles le plus? Eh ben, on va dire des personnes qui ont des pathologies autour de la maladie chronique. Donc, dans des associations ou des maisons sport santé, on accueille tout type de public. Mais la particularité, moi, sur ma formation, en tout cas, c'est d'avoir une casquette autour de la cancérologie. Donc, j'ai beaucoup de patients atteints de cancer. J'ai fait à Poitiers un DU sport et cancer pendant mon master 1 en parallèle. Sensibiliser grâce ou à cause, je sais pas trop dans quel sens le tourner, à des difficultés dans ma propre famille, tu vois, d'un parcours avec un grand-père qui est parti d'une maladie, cancer du sang, et puis d'une tante pareil touchée par un cancer du sein. Donc on a été assez sensibilisé assez rapidement à la pathologie cancéreuse malheureusement. Et en master 1, j'ai fait un stage APA et cancer, donc la Ligue contre le cancer est dans une clinique. Et après, je me suis spécialisé un peu plus en oncologie. Donc ma plus grosse patientèle, c'est des patients atteints de cancer. Et sinon, on prend vraiment en enseignant APA classique, tout type de pathologie, à tout type d'âge. Ok, ouais, intéressant vraiment d'avoir cette casquette aussi sport et cancer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a peut-être moyen de soulager peut-être quelques douleurs grâce au sport et grâce à une musculature, on va dire, plus développée qu'avant. Exact. Ouais, exactement. C'est comme ça qu'on essaye de le vendre un peu à nos patients quand ils viennent nous voir, c'est de leur expliquer que voilà, le sport, l'activité physique en général, ça a beaucoup de vertus, des bénéfices, que ce soit physique, que ce soit sur l'aspect mental, les humeurs, l'appétit, le sommeil, que ce soit aussi sur l'aspect social, le fait de se retrouver en groupe, de partager un moment, d'avoir un esprit de cohésion, d'appartenance à quelqu'un, enfin plutôt à un groupe, à quelque chose. Donc ça a beaucoup de vertus, beaucoup de bénéfices, et c'est comme ça qu'on essaye de leur dire, venez, puisque la maladie et les traitements, ça va avoir des impacts, comme vous le savez, négatifs. Ça va augmenter peut-être votre seuil de douleur, la fatigue, la fatigabilité. Et donc, pour lutter contre ce cercle vicieux, il faut faire de l'activité physique. Donc, venez, on va vous prendre en charge, on va vous accompagner. Même pendant la chimiothérapie, pendant que c'est dur, vous allez peut-être perdre du poids, des nausées, des vomissements, etc. On fera une séance plus adaptée, plus cool, mais on va quand même bouger. Et ça, vous en avez besoin. Et c'est vraiment notre mot d'ordre, c'est le mouvement, c'est le meilleur traitement. C'est pas faux. Ouais. Justement, quand tu observes les gens aujourd'hui, quel est ton constat global sur leur capacité à bouger? Dans la population en général? Ouais. C'est une bonne question, ça. Je pense que, puis les études et les statistiques le montrent, la population est de moins en moins active, de plus en plus sédentaire, à cause des métiers, à cause de l'apparition, nous on a été en plein dedans, du boom des technologies, des jeux vidéo, des ordinateurs, des consoles, etc. Et là où ça se répercute le plus, c'est quand tu vois les plus jeunes, et je sais pas si tu as vu les statistiques ou les études qui montrent que quand les enfants arrivent au collège et qu'ils commencent à faire de l'athlétisme, t'en as pas 10% qui est capable de faire ce qu'on lui demande dans les groupes. C'est assez inquiétant, tu vois, les
les jeunes, ils font plus d'activité physique, ils passent leur temps sur la tablette, le téléphone, la Switch, la Play. Et la nutrition, c'est pareil, il y a beaucoup de dérives malheureusement avec les sodas, les sauces, les fast-food, etc. Et ouais, ça fait peur de se dire que la population vieillit et les jeunes qui arrivent, ils sont de moins en moins dynamiques, ils ont de plus en plus de pathologies, etc. et de moins en moins de capacités. Ouais, ça fait peur. Et tu comprends pourquoi il y a des stratégies autour du sport santé, du sport sur ordonnance, et qu'on favorise énormément, même à la radio, à la télé, des spots publicitaires. Bougez, faites 150 minutes d'activité par semaine, marchez 30 minutes par jour, etc., etc. Ouais, c'est inquiétant. Je sais pas comment toi tu le perçois. Ouais, bah écoute, c'est vrai qu'avant, on va dire que les jeunes, tu les voyais beaucoup plus dans la rue, bouger. Même nous, hein, tu vois, Ouais, on est la génération où bah, tu rentrais de l'école, tu prenais ton vélo, ouais, tu allais c'est rejoindre ça. les copains, Ouais, tu jouais au foot dans la rue, etc. Et ouais, c'est vrai, comme tu dis, aujourd'hui, ben, ils sont tous sur les consoles de jeux, à se rejoindre. Bah tiens, je rejoins les copains, mais sur un jeu, et puis ils discutent ouais, avec un casque, un micro, etc. ouais, c'est ça. Après, maintenant, à qui la faute? Est-ce que c'est vraiment aux enfants? Je suis pas sûr. C'est Non. vraiment, je pense, aux parents qui leur achètent déjà tout ça et qui leur montrent pas la bonne voie. Ouais, Après, bon, je sais pas si t'es parent ou pas. Moi, je le suis pas, donc je peux pas trop juger, on va dire non plus le comportement de tous les parents, parce que voilà, je sais pas comment je serais si j'avais des enfants. ouais. Mais mais ouais, c'est inquiétant, comme tu dis. Autant sur le manque de mobilité, sur l'obésité maintenant chez les jeunes. Mmh. Surtout, moi, je te disais, voilà, je viens de l'Est de la France. Chez nous, on a vraiment des chiffres très, très alarmants, quoi. Ouais, Et après, même rien que quand tu es en voiture, tu le vois au supermarché, tu le vois dans la rue, ben, il y a de plus en plus de gens en situation d'obésité, ouais. de fort obésité même. Mmh. Et comme je dis, tu vois, on est quand même une génération où on a le plus d'informations sur tout ce qui est sport, santé, bien-être. Et au fait, on s'en sert pas. Alors, on voit des recettes sur Instagram, sur TikTok, etc. Ouais. Euh, mais c'est pas pour autant que on se dit, bah tiens, on va essayer de les faire, on va essayer de manger mieux, on va essayer de... À Mmh. la radio, voilà, t'as des spots publicitaires, à la télé, etc. Euh, bon, après, sans parler des comme j'aime et des machins un peu, un peu farfelus, mais je pense qu'il faut essayer de revenir, rien que pour l'alimentation, euh, on va dire au standard. Ouais. Manger moins d'aliments transformés, manger des légumes, manger des féculents standards, tu vois, des pâtes, du riz, des pommes de terre, et pas des trucs un peu particuliers, des steaks de céréales, enfin, je sais pas moi, plein de trucs transformés, quoi. Ouais, transformé surtout, ouais. C'est ça. Et puis après, bah, comme tu dis, voilà, faire au moins 150 minutes d'activité, de mouvement. T'es pas obligé de faire plein de choses, mais en discutant, là, c'est vrai que je me dis, tu vois, je voulais m'acheter un robot tondeuse Ouais. pour faire mon gazon. Tu vois, bon, j'ai pas encore de gazon, mais à venir. Je me dis, voilà, je vais acheter ça, comme ça, je suis tranquille. Mais c'est vrai que finalement, en discutant, je me dis, bah, ça me fera quand même mon activité, Ouais. pas sportive, mais Physique. voilà, physique de la semaine, parce que bon, je pense que je vais tondre une petite fois par semaine. Mais voilà, c'est vrai qu'on essaye toujours avec, comme tu dis, des technologies, de se faciliter la Mmh. vie. Ouais. Mais finalement, en se la facilitant, est-ce que on se détruit pas à petit feu aussi, quoi? Ouais, 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 les raccourcis, exactement, ouais. Et c'est pour ça que, il y a quand même eu des choses en place et grâce notamment avec les JO en 2024, tu vois? On a eu la chance d'avoir les JO en 2024. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses autour du sport, de la fédération. On a essayé de sensibiliser les jeunes à faire de l'activité physique, et cetera. Donc ça nous a fait du bien les JO. Mais quand tu vois et peut-être tu as vu, dans les débats télévisés, quand tu questionnes sur est-ce que la France est un pays de sport et tu vois tous les athlètes, les sportifs aux JO qui disent bah non, 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 la France c'est pas un pays de sport. On fait 2 heures de sport au collège ou au lycée. Il y a aucune infrastructure qui met en place des choses. Il y a pas d'argent pour les athlètes qui veulent devenir pros. Et en fait, tu te dis ah ouais, on est quand même à la ramasse comparé à d'autres pays où ils font école le matin et tous les après-midi ils font du sport, tu vois. Ils finissent, je sais pas, à 14 heures ou 14h30 et avant de partir, ils ont 1 heure ou 1 heure et demie de sport avant de finir leur journée. Et nous, moi, je vois les profs des écoles, c'est une tannée de faire 30 minutes d'activité ou du sport à l'école, tu vois. C'est une punition pour les profs. Ça, et puis tu as tous les jeunes aujourd'hui, enfin même déjà à mon époque, c'est déjà comme ça, mais
qui vont chercher des dispenses de sport chez le médecin Ouais, pour tel ou tel gène occasionné. ouais. Et du coup, ben voilà, se font dispenser et ratent ces seulement 2-3 heures de sport par semaine qui sont peut-être bénéfiques pour certains jeunes aujourd'hui, quoi. Bah, c'est clair. Et puis, c'est un travail sur des années. T'imagines que s'ils font déjà une dispense pour pas faire de sport au collège ou au lycée, ça veut dire que c'est sûr, à côté, ils en font pas. Donc, en fait, c'est déjà des jeunes sédentaires qui bougent pas. C'est fou, ça. Ça, c'est clair. Mais donner le goût au sport, ça doit pas être si difficile que ça, parce qu'il y a quand même tellement d'activités différentes. Tout le monde devrait pouvoir trouver une activité plus ou moins ludique. Tu vois, il y a des activités qui sont moins fun. Moi, j'ai toujours fait du sport co ou individuel, mais il y avait un ballon, une balle, une raquette. Tu vois, il y avait toujours quelque chose un peu plus ludique. C'est vrai que quand tu fais de l'athlé ou de la natation, je sais pas, il y a un peu moins de ludique, c'est moins fun. Il y a pas d'esprit de groupe ou de partage. C'est pas pareil. Et je pense que tout le monde est capable de trouver au moins une activité physique ou sportive dans laquelle il peut s'amuser, il peut prendre plaisir. Bah, je dis toujours, moi, je prends toujours cette petite phrase, c'est que chez Decathlon, il y a 95 sports qui est commercialisé. Ah ouais? Donc je me dis, ouais, c'est énorme, hein. Fou. On pense pas, mais c'est énorme. Donc je me dis, tu vas bien trouver un truc qui te plaît, c'est Ouais. sûr. Alors que ce soit de la pétanque, que ce soit de la pêche, que ce soit de la randonnée, que ce soit peu importe, du tir à l'arc ou quelque chose. Ouais. Mais même si c'est pas ultra physique, tu as toujours, comme tu dis, voilà, ce côté, tu as le côté mental aussi que tu vas développer, le côté compétitif, etc. Et Mhm. quand t'as pas tout ça, je trouve que c'est différent. Tu vois, Ouais. t'es pas une personne complète, j'ai envie de dire limite, tu vois. À la trentaine, toi, qu'est-ce qui te choque le plus chez beaucoup de personnes? Est-ce que c'est le manque de mobilité, les douleurs chroniques, on va dire, sans raison, ou alors même Ouais. certains qui ont la peur du mouvement carrément? Bah ouais, je pense les trois, t'as raison, c'est trois piliers et trois choses qui des fois se croisent. Il y en a qui sont à 2 sur 3, il y en a qui sont à 3 sur 3. Euh, Quand tu parles d'à la trentaine, c'est nous en tant que pro ou la population autour de 30? Ouais, la population, je pense que tous les amis que tu vois un peu autour de toi, même si je pense que moi je le vois maintenant, on va dire que ton cercle d'amis te ressemble beaucoup. Ouais, c'est Si tu vrai. es quelqu'un qui est sédentaire, qui aime bien sortir en week-end, enfin en boîte de nuit les week-ends, fumer des clopes, boire d'alcool, Ouais. bah ton cercle d'amis va être le même. Alors que si justement tes week-ends, c'est compétition sportive, randonnée, etc. Ben, donc voilà, je suppose que tu n'as pas d'entourage, on va dire, qui peut-être ont les trois piliers que je viens de citer. Hmm. Mais peut-être ce que tu peux voir justement dans ta patientèle ou autour Ouais. de toi au quotidien. Ouais. Je pense que la peur du mouvement, c'est plus pour des personnes ou des patients qui ont eu des traumas, soit psychologiques, soit physiques, et maintenant ils ont peur de rebouger par peur de se refaire mal par rapport à quelque chose qu'ils ont vécu ou connu dans le passé. Mais je dirais, ouais, le manque d'activité physique, de mobilité, je pense qu'on en manque tous. Enfin, moi, je sais que quand je vois comment je fais mes burpees, quand je m'entraîne à l'Aerox, je vois que je manque de mobilité, tu vois. Que ce soit la hanche, le dos, les épaules. Et pourtant, je m'entraîne depuis des années et des années. Donc, je pense que le manque de mobilité, ça, c'est un problème qui est valable pour tous. La peur du mouvement, je dirais plutôt les personnes qui ont eu des traumas physiques ou psychologiques. Et c'était quoi le troisième, pardon? C'était les douleurs chroniques. Ouais, bah ça, ouais. Les douleurs chroniques, quand tu vois que avant 60 ans, une personne sur trois, je crois, aura déjà eu un lumbago chronique et lombalgie chronique ou a eu un lumbago de façon aiguë. Même moi, hein, ça m'est arrivé. Tu vois, j'ai pourtant que 31 ans et je me suis déjà tapé 2 lumbagos de façon assez rapprochée. J'ai déjà eu tendinite au niveau du coude à cause des raquettes. Je me suis déjà déchiré un peu le pec, entorse cheville, Ouais, mais ligament toi, tout ça, croisé genou. c'est lié par rapport au sport. Ouais, C'est pas on va dire, le manque d'activité qui te donne toutes ces douleurs, quoi. non. Mais Au pourtant, contraire, ouais. le lumbago, tu vois, il était pas forcément lié au sport. C'est le truc tout con. T'as une fatigue, une surcharge d'entraînement. Tu te penches pour aller faire tes lacets et tu te remontes, paf. Donc ouais, je pense que les douleurs chroniques, ça c'est un fardeau que tout le monde a, hein. Quand tu vois de toute façon la prévention des TMS, les troubles musculo-squelettiques dans les entreprises, au travail, etc. Ils en parlent tout le temps. Les gens qui ont des problèmes de dos, cervicalgie, tendinite au niveau de l'épaule, ceux qui font beaucoup de clavier et de souris, ils ont des pathologies au niveau du canal carpien, etc. Donc ouais, les pathologies chroniques,
les douleurs chroniques, pardon, je pense que c'est le plus gros fardeau de notre société. Est-ce que pour toi, on peut être jeune sur la carte d'identité, mais vieux dans son corps? Ouais, carrément. Et l'inverse, on peut être vieux aussi sur sa carte et paraître plus jeune au niveau de ses capacités physiques. Je sais pas si tu suis des fois sur les applis ou quoi, mais sur Garmin, par exemple, ils te mettent ton âge physique en fonction de Ouais. tes performances. Et du coup, c'est un peu un challenge de dire, OK, j'ai 31 ans, mais ma Garmin a dit que j'en fais 22 ou 23, tu vois. Donc, t'essayes de te maintenir en forme, tu fais attention à ton poids, t'essayes de bien dormir, ça devient presque comme un jeu. Mais oui, pour répondre à ta question, tu peux avoir 30, 35 ans et puis avoir, je sais pas, un passif ou un métier physique et être cassé comme quelqu'un de 45 ou 50 ans, ou alors t'as une hygiène de vie déplorable, tu manges mal, tu fumes, tu bois, tu dors pas assez. Ouais, mais c'est vrai, comme tu dis, tu te crées un entourage qui te ressemble et tu t'éloignes de plus en plus de ceux qui ont pas forcément les mêmes ambitions ou les mêmes envies que toi, et du coup, ces personnes-là, tu les vois plus trop dans ton entourage proche. Donc, je les côtoie pas forcément, ces personnes-là, maintenant, mais c'est vrai que par le passé, quand on est plus jeune, on sort, on va en boîte, on picole un peu, on se couche à 5-6 heures le matin et puis le lendemain, on va au McDo, tu vois? Je pense que tu l'as fait, moi je l'ai fait en tout cas. Pareil. Et il y a des personnes qui continuent d'évoluer comme ça, tu vois? 25, 27, 30, 35 ans, qui continuent de faire ça, mais après, tu prends des chemins de vie différents, mais je pense qu'eux, ouais, plus tard, ils vont le regretter, Bah physiquement. après, tu le vois aussi, comme tu dis, à l'inverse, tu vois, tu peux être âgé sur la carte d'identité, mais justement jeune, physiquement paraître jeune. Mmh. C'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, tu vois les gens qui ont eu des hygiènes de vie un peu déplorables, comme tu dis, des gens très ridés, que ce soit par l'alcool, par la cigarette, par justement peut-être avoir été fêtard aussi, le manque de sommeil, on en parlait justement off tout à l'heure. Et à contrario, tu vois, moi, j'ai des collègues qui ont 50 ans passés et les gars, ils sont en forme de fou. Ouais. Aujourd'hui, on va pas se mentir, il y en a plein, ils passent la cinquantaine avec un petit ventre rond, bien Mmh. dodu. Ouais. Passer la cinquantaine, on voit quasiment tes abdos, tu es en forme, tu fais encore du sport. Ouais. Bah, c'est assez rare aujourd'hui quand même, hein. Ouais, puis je pense que pour toi comme moi, c'est un peu un goal de pouvoir continuer à faire de l'activité physique jusqu'à près de la retraite ou même après la retraite, et t'en vois plein, hein, qui se retrouvent une seconde jeunesse à la retraite, hein. Ils s'inscrivent dans des clubs de vélo, ils font du running, ils font de la rando, ils se mettent à la natation et Bah, ils moi, je le dis toujours font. la retraite, elle se prépare pas, à 55, quand tu es à quelques années, quoi. Ça se prépare vraiment, bah, à notre âge. Parce que si tu veux bien bouger plus tard, bah, c'est aujourd'hui que ça se construit, quoi. Ouais. Ouais, et puis même, tu disais, toi, t'as pas encore d'enfants et peut-être que tu en auras ou pas, enfin, peu importe, mais moi, ouais, j'ai 2 enfants. J'ai un fils de 5 ans avec qui, tu vois, je commence à aller courir. L'autre fois, on a couru 2 kilomètres, on fait du vélo, on joue au ballon dans le jardin, tu vois, c'est trop cool de se dire: «Je suis assez en forme pour le faire». Là, j'ai 31, lui, il a 5. Ben, j'espère que quand il en aura 15 dans 10 ans et que moi j'en aurai 41, bah, je serai toujours au top, tu vois. S'il faut aller faire un tennis, aller jouer au volley, j'en sais rien. J'ai envie d'être en forme pour pouvoir jouer avec mes enfants, déjà au minima. Avant de penser à moi en tant que performance physique, j'ai envie de pouvoir profiter, tu vois. Moi, je sais que je faisais du vélo, avec mon beau-père quand j'étais jeune et il me disait toujours, «Je serai vieux quand tu arriveras à mettre une pilule». Et bon, c'est vrai que c'est pas arrivé, quand j'étais jeune, mais Ouais, ouais, tu vois, il me dit toujours ça. Il me dit: «Pour l'instant, je suis encore en forme, j'arrive à te battre». Il me ouais. dit: «Le jour où tu arriveras à mettre une pilule», il me dit: «Là, je pourrais admettre que je suis vieux». Le plus tard possible. Ah, c'est clair. Tu parlais de mobilité. Il y a beaucoup de gens qui disent, «Je ne suis pas souple, c'est génétique». Est-ce que c'est vrai ou alors c'est une excuse un peu, pratique? Moi, je suis pas assez calé, je pense, sur le domaine mobilité génétique. J'imagine que c'est potentiellement un pourcentage de vrai. Mais j'imagine que tout ce travail, tes compétences, ta souplesse, ta mobilité, ton équilibre, tes capacités cardio-respiratoires, ta force, je pense que tout ce travail. Donc ouais, il y a peut-être, comme dans le bodybuilding, des facteurs génétiques qui t'aident plus ou moins à te développer ou alors à avoir un esthétique harmonieux. Mais j'imagine que pour la mobilité, comme les autres capacités physiques, respiratoires, etc., je pense que ça s'entraîne, ouais. Donc
peut-être un peu de mauvaise foi de la part de ces personnes. Toi, tu as Justement, peut-être un avis différent? Non, pas spécialement. Moi, comme tu dis, tout ce travail, tu vois, que ce soit une capacité physique comme une capacité cognitive ou une capacité Ouais. pour un métier en particulier, tu vois, tout s'apprend. Mmh. Je pense que, voilà, après, il y a quand même des petits skills, on va dire, Ouais. qui sont requis pour certains métiers. Mais je pense que si t'es pas plus con qu'un autre, tu peux y arriver, tu vois. Ouais. Après, il y en a qui se donnent vraiment les moyens à fond et il faut peut-être des fois tout quitter pour y arriver. Je parle, voilà, quand tu deviens professionnel ou autre, c'est pas à la portée de tout le monde non plus, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne excuse, quoi. Ouais. Et il y a, je pense aussi, beaucoup de choses qui s'apprennent, dans l'enfance ou à l'adolescence quand tu développes tes capacités motrices et quand tu vois que, celui qui a toujours fait, je sais pas, un sport, plus, tu vois, on parlait tout à l'heure gym, athlétisme, natation et bah, tu le mets avec un ballon ou une raquette, il y a une proprioception et une disposition du schéma corporel, de la distance entre la raquette et la balle et tu vois que ça matche pas et pourtant, tu te dis: «Ce mec-là, il fait de l'activité physique, il est sportif, même peut-être de bon niveau». Moi, j'en ai vu en STAPS des cyclistes ou des mecs qui faisaient de l'athlé à un niveau excellent, tu vois? Mais tu les mets avec un ballon de volley, une raquette de tennis de table ou du badminton, mais ils sont à côté de la plaque et tu te dis: «En fait, ils ont pas développé ces capacités motrices». La vision entre l'objet et ta distance par rapport à ta main, c'est pareil par rapport au foot, au basket, tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses mains, quoi? Ou qu'est-ce qu'il fait avec ses pieds? C'est fou!» alors que quand il court et c'est une flèche Ouais, ça va et vraiment dépendre du sport, comme tu dis, que t'as développé ouais, en étant jeune, quoi. ouais et ouais, franchement, j'ai des copains, ouais et qui ont fait du judo, tu vois? C'est sport de combat, machin, mais tu les mets avec un ballon en face d'eux, c'est une catastrophe. Pas des futurs footballeurs, quoi. Non, même, ouais, volley, même, tu vois, tu joues au frisbee, j'en sais rien, tu te dis: «Mais trop bizarre». Ils ont pas développé leurs capacités pendant l'enfance, ils sont concentrés sur d'autres choses et je pense qu'il y a beaucoup d'acquis et c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour du multisport, tu vois? Comme ça, ils testent un peu tout, ils développent leurs capacités avec les pieds, avec les mains, l'équilibre, faire des passes, attraper des trucs, et je pense que c'est super intéressant ça pour les jeunes. Enfin, ça, en étant enfant, je pense que c'est là où ton cerveau, ton corps est vraiment capable de développer le plus de choses. C'est pour ça Ouais, que quand tu regardes aujourd'hui, à notre âge, apprendre une langue, c'est compliqué. ouais, Mais quand tu as 3 ans, 4 ans, il y en a, ils parlent 3, 4, 5 langues. ouais, C'est normal, tu vois. ouais, des C'est éponges. c'est impressionnant, hein. De fou. Et pareil pour les capacités, comme tu disais, physique, coordination, motricité. Et je pense que tu les apprends dès que t'es plus jeune. C'est facile après de t'en servir dans la vie de tous les jours. Mais quand tu commences le tennis ou le badminton, tu vois, des sports assez techniques, à 18 ans, bah, tu vois la différence entre ceux qu'on fait quand ils étaient petits et ceux qui commencent à 18, quoi. Ah bah, déjà là, moi, je l'ai commencé le tennis à 32 ans. Bah, je peux dire que c'est pas, c'est pas facile. Ouais, bah oui, il faut tout apprendre en fait, la C'est technique, la ça. distance par rapport à la balle, comment tu te déplaces sur le terrain, et là, tu te rends compte que toutes les disciplines ont leur spécificité, c'est dur. Tu parlais justement de souplesse, mobilité, j'ai noté aussi stabilité. Est-ce que toi, tu vois des différences un peu entre ces 3 domaines ou est-ce que vraiment c'est des choses qui sont imbriquées, l'une dans l'autre? Non, je pense que tu peux faire des ponts entre tout ça. On a des personnes qui sont très souples et mobiles, tu vois, on a des patients, nous, qui font du yoga, qui ont plus de 60 ans. C'est impressionnant, la capacité qu'ils ont au niveau des tissus, de la mobilité de la hanche, de la colonne, les épaules, etc. Par contre, une fois qu'ils sont debout et qu'on leur fait faire des exercices d'équilibre, bah, tu vois qu'ils peuvent avoir quand même des lacunes. Alors que d'autres vont avoir un équilibre ou une stabilité et tu les demandes de se pencher vers l'avant et ils n'arrivent pas à aller vers leur cheville. Donc je pense que, comme on disait tout à l'heure, il y a des capacités qui se croisent et qui fonctionnent bien, mais on peut être très bon dans un domaine et très mauvais dans l'autre. C'est pour ça aussi que les personnes qu'on accompagne, on essaye de travailler sur toutes les sphères. Tu vois, on disait tout à l'heure la force, le côté cardio, l'endurance, la résistance, la souplesse, l'équilibre. Parce qu'en fait, il y a tellement de branches, en fait, à développer. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est que quelqu'un peut venir pour un travail cardio-respiratoire. Donc, on fait du réentraînement à l'effort. Quelqu'un peut venir après avoir eu un AVC, donc du coup gros défaut à la marche, à l'équilibre, etc. Problème de chute, risque de chute. Puis on a des personnes qui ont juste besoin
de retravailler de la mobilité, par exemple après un travail d'opération autour de la hanche ou autour de l'épaule, il faut retrouver de la mobilité et de l'amplitude autour des zones lésées. Donc je pense que tout n'est pas imbriqué et que tout peut se travailler et se développer jusqu'à n'importe quel âge. En fait, il y en a beaucoup qui disent: «Ah non, mais moi c'est trop tard, ça fait 25 ans que j'ai mal au dos et tout, il y a plus rien à faire». Bah non, en fait, il y a toujours quelque chose à faire. Déjà, ça peut être juste limiter la dégradation, maintenir un capital santé, on le vend aussi comme ça. Si on peut pas améliorer, on peut au moins maintenir pour les prochaines années pour que vous restiez autonome le plus longtemps possible. Parce que tu te dégrades forcément d'année après année. Je crois que c'est après 25 ans, on perd 1% de force par an, si je dis pas de bêtises, ou après 30 ans, je sais plus, par rapport aux capacités de nos fibres, etc. Donc au moins, si on peut pas améliorer, on va maintenir ou limiter la perte. Donc toujours intéressant de le faire même à 70 ans. Est-ce que perdre sa mobilité, c'est une fatalité? Justement, tu parles d'âge, tu parles de vieillissement. À partir de 50 ans, on parle même de sarcopénie, justement, où tu commences à Ouais. perdre de la masse musculaire. Et au niveau de la mobilité, est-ce que c'est vraiment une fatalité ou pas? Contrairement à d'autres facteurs où là, c'est physiologique, quoi, tu peux rien y faire. Ouais. Même en le travaillant, tu veux dire, ou naturellement on va perdre? Ouais, naturellement plutôt. Même si tu le travailles, heu, est-ce qu'au bout d'un moment, on va dire, voilà, on caricature un peu le truc, mais est-ce que tu Ouais. finiras quand même, on va dire, avec ton déambulateur, même si tu as été sportif toute ta vie Mmh. et que, tu as fait du yoga ou autre, Ouais. pour travailler ta mobilité? Bah, je touche du bois, mais j'espère que non. En tout cas, pour la partie perso, de le voir avec des patients ou des personnes âgées que j'accompagne depuis presque 10 ans maintenant et qui sont pour certaines plus souples ou plus mobiles que moi. Je me dis qu'il y a quand même de l'espoir. Donc je pense que non, c'est pas une fatalité. C'est sûr que si tu restes sédentaire ou inactif et que tu fais pas travailler ces capacités-là, bah, on va dire la machine, elle s'encrasse, quoi. Donc, Et vas-y. justement avec une vie sédentaire, heu, est-ce que ça peut réellement amener des problèmes sur le long terme? Que ce soit sur les articulations, sur le système cardio, le métabolisme? Ouais. Ouais, je pense vraiment. Et je crois qu'il y a un médecin qui disait une chose très très forte. C'était le professeur Carré, je crois, mais peut-être que je dis des bêtises. Un médecin qui est orienté vraiment pour le sport, l'activité physique adaptée, pour la santé, etc., qui disait la sédentarité tue. Et plus que l'alimentation ou la cigarette, etc., c'est la sédentarité tue. Parce que ça va augmenter le risque de développer des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension, du diabète, des problématiques liées, aux problèmes cardio-respiratoires, des bronchopneumopathies. Puis après, bah, si jamais t'as des problématiques physiques, bah, du coup, tu fais encore moins d'activité, etc. Donc, vraiment, il disait que la sédentarité tue, et je pense que c'est vrai et ça a été prouvé et démontré que si tu es sédentaire ou inactif, accumulé sur tant d'années, bah, derrière, tu vas en payer les conséquences. Justement, en parlant d'années, pour toi, à peu près, à partir de combien d'années de sédentarité les dégâts deviennent vraiment visibles et ou même difficiles à rattraper? Je sais pas. Je sais pas trop parce que je pense que c'est un facteur parmi d'autres, la sédentarité. Après, faudrait, comme on disait tout à l'heure, voir ce qui se passe au niveau du sommeil, voir ce qui se passe au niveau de l'alimentation, l'hygiène de vie en général. Donc, je pense que c'est un facteur parmi d'autres qui est super important. Les gens bougent au minima. Ceux qui ont un métier physique, ça peut être à double tranchant, ça peut et être pertinent parce qu'ils bougent, donc ils utilisent leur capacité fonctionnelle cardio-respiratoire, mais en même temps, avec l'usure, la répétition, les gestes répétés, les problématiques tendineuses, etc., ça peut être à double tranchant. Franchement, je pourrais pas donner un ordre d'idée, mais peut-être, ouais, déjà 1 ou 2 années à rien faire, ça aura des conséquences. Parce que tu vas perdre en capacité musculaire, tu vas te dire:
Ah, j'ai mal au dos. Bah oui, mais parce que maintenant je fais plus rien. Je rentre le soir, je me mets dans le canapé, je conduis, je suis routier, je conduis 7, 8, 10 heures par jour. Je suis dans mon fauteuil. Mon dos, il travaille jamais. Et je pense que ouais, il suffit de quelques mois pour que ça se dégrade assez rapidement. Mais après, à contrario, je pense que c'est pas impossible à rattraper. Non. Comme tu disais, voilà, il y a des gens qui disent ça fait 25 ans que j'ai rien fait, je me sens pas capable, etc. À tout âge, si tu te mets à bouger, alors au début, c'est sûr que c'est pas facile. Ouais. Quand ça fait, comme tu dis, 25 ans que tu es un peu rouillé, c'est pas simple. Mais autant en quelques mois de sédentarité, tu peux te dégrader, je pense. Ouais. Autant à l'inverse, en quelques semaines d'activité, de mouvement, tu peux justement voir les bénéfices. Et après, c'est comme tout, c'est un peu comme la musculation, hein. Tu commences à voir que tu as du muscle, que tu Ouais. commences à être plus harmonieux, etc. Donc, ça te donne la motivation, etc. Bah là, c'est pareil. Avant, je pense que si maintenant tu es sédentaire, comme tu dis, tu n'arrives plus à te pencher en avant pour faire tes lacets, bah là, tu commences à réussir. Tu n'as plus besoin de chausse-pied, tu n'as plus besoin Ouais. de mettre ton pied sur une marche, etc. Bah, je pense que ça peut te motiver en disant, bah, c'est cool, il y a des bénéfices derrière, pourquoi pas continuer et voir jusqu'où je peux aller. Et c'est comme ça que je pense qu'il y en a qui ont démarré, on va dire, le sport un peu plus âgés, en se disant: «Bah, tiens, on va essayer de redevenir mobile, de Ouais. récupérer, des capacités physiques normales». Mmh. Parce que pour moi, c'est sûr que ne pas réussir à se pencher, pour faire ses lacets, je trouve ça un peu, pas aberrant, mais on va dire ça reste, un truc de la vie courante que tu es plus capable de faire. Ouais. Comme beaucoup, justement disent: «Bah, je peux plus porter mon enfant, j'ai mal au dos. Ouais, Je peux c'est plus ça. porter, le bac à linge, parce que j'ai mal au dos», Ouais. et cetera, quoi. C'est vrai que c'est là où j'ai déjà enregistré des podcasts, tu vois, où le sport aussi fonctionnel a tout son intérêt. Tu es pas obligé de faire du sport, performance, du sport, à outrance qui va te donner des douleurs, et cetera. Mais justement, faire du sport fonctionnel juste pour réussir à faire tes tâches du quotidien, bah, c'est déjà top, tout Bah ouais, simplement, quoi. carrément, ouais. Non, non, mais carrément. Mais c'est là où c'est dommage aussi de ce pays en France où on n'est pas assez axé sur l'activité physique et tout, parce qu'il y a plein de spots publicitaires qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, souvent des pubs. C'est souvent dans les pays scandinaves, tu vois, Norvège, etc., Danemark. Tu vois, à chaque fois, ils font le parallèle entre un grand-père et l'activité physique. Il porte des kettlebells comme s'il portait son petit enfant devant lui. Tu vois, il porte des poids en marchant comme s'il portait ses courses. Il se lève d'une chaise en portant un truc sur son dos en faisant comme un squat. Et en fait, tu te dis, mais oui, tous les mouvements fonctionnels que tu peux faire, mais sans parler, comme tu disais, de performance, mais juste continuer d'être dans le mouvement pour que ce soit utile au quotidien et le bien vieillir en fait. Rester autonome, comme tu disais, pas avoir besoin d'un chausse-pied pour mettre ses chaussures, pouvoir porter ses petits-enfants quand tu les retrouves, continuer de te balader et marcher avec eux quand c'est les vacances, faire du vélo, etc. Mais je me dis, mais je touche encore une fois du bois ou de la peau de singe, mais pourvu que l'avenir soit radieux pour toutes celles et ceux qui font les efforts maintenant, parce qu'après on n'est jamais à l'abri d'un accident, d'une maladie, etc., mais pour pouvoir profiter de tous ces moments-là plus tard, le plus longtemps possible. Ah, justement, ne pas faire de sport, est-ce que ça préserve les articulations? Parce qu'on entend souvent que le sport abîme. Ouais. Qu'est-ce que toi tu réponds à ça? Moi, je pense pas que le sport abîme, c'est plutôt le sport à outrance peut abîmer. C'est comme tout, il y a quelque chose qu'il faut modérer. Les entraînements peuvent être très très bien dosés, mais comme pour tout athlète, que ce soit toi, moi, des sportifs amateurs, professionnels, il y a toujours une partie où on peut se faire absorber par le sport et passer en surcharge ou en surentraînement. Et là, ça peut avoir des conséquences physiques, blessures, tu vois, des arrêts, des entorses, des déchirures, même juste une douleur chronique qui s'installe. Moi, je vois beaucoup de copains qui se mettent à la course à pied et ils se tapent périostite, syndrome du TFL, tendinite du moyen fessier. Donc, je pense que oui, le sport peut blesser, mais c'est le sport soit à outrance, soit une surcharge d'entraînement qui est non maîtrisée. Après, le Qu'est-ce qui est le risque... plus délétère justement donc entre trop de sport mal fait, donc comme tu dis par rapport à peut-être des amis à toi, ou alors pas de mouvement du tout? Ah, je pense, le plus délétère, ça sera toujours le pas de mouvement du tout. On pourra pas lutter contre
contre la sédentarité. Donc, il vaut mieux bouger, même si c'est trop ou peut-être mal fait, parce qu'on peut toujours, des petits détails, des ajustements, dire là, t'en fais trop. Là, cet entraînement, tu pourrais faire autrement. Au lieu d'aller courir, tu pourrais faire du vélo. Au lieu de te taper 2 séances force par semaine, tu pourrais faire une force et une plus un peu cardio, etc. Je pense que celui qui est motivé à bouger, tu peux réorganiser son programme d'entraînement ou la charge d'entraînement pour qu'il puisse ne pas se blesser, plutôt que celui qui a vraiment du mal à se mettre en mouvement, qui déteste le sport, qui veut pas du tout aller à la salle, qui prend même sa voiture pour aller faire 500 mètres. Là, lui, ça va être le plus dur à remettre dans le bon chemin. Et justement, si tu avais un message à faire passer à quelqu'un 30, 40 ans qui ne fait rien du tout et qui bouge pas, ce serait quoi? Eh bien, qu'il n'y a pas d'âge pour se mettre à bouger, que l'activité physique a énormément de vertus sur le plan physique, psychologique et social, que tout est bon à prendre pour pouvoir rester autonome et le plus possible en bonne santé, le plus longtemps possible. Et surtout, vraiment, il n'y a pas d'âge pour se mettre à l'activité physique. Et par quoi, du coup, on pourrait commencer si on a une personne qui est assez raide, qui est fatiguée et qu'on n'a jamais aimé le sport, tout simplement? Nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, on les accompagne surtout en APA sur des séances de renforcement musculaire adaptées. Donc, la grosse base, c'est de refaire travailler un peu le cardio, donc sur des séances individualisées avec un travail sur ergocycle, rameur, vélo, tapis de marche, ski erg, etc. Et de continuer le renforcement musculaire, mais pour qu'on puisse faire adhérer le patient, c'est vrai que c'est pas facile, celui ou celle qui déteste ou qui n'a pas fait d'activité depuis longtemps. Donc, il faut que les premières séances, on soit vraiment le plus possible à l'écoute, attentif aux besoins, aux difficultés, être rassurant. En fait, comme toi, je pense, tu le fais avec ceux que tu accompagnes dans ton entourage, c'est réussir à créer une relation de confiance entre le soignant et le soigné, entre le pro et le client, etc. Et après, une fois que c'est gagné, c'est beaucoup plus facile d'avancer un peu ensemble dans la même direction. Et finalement, il y en a qui se prennent au jeu. Moi, ça me fait toujours rire quand je reçois des patients en entretien. Ah, je suis pas du tout sportif et tout. D'accord? Faites de l'activité physique un peu, vous jardinez, vous bricolez. Ah bah oui, je fais ça. Puis tous les matins, je pars 30 minutes avec mon chien. Puis tous les soirs, je le balade aussi 30 minutes. Puis le week-end, avec mon mari, on fait 7-8 kilomètres et tout. Et les gens, ils se sous-estiment. Ils pensent que l'activité physique, le sport, c'est ce que tu faisais au collège ou dans les clubs. Mais en fait, il y en a qui sont bien plus actifs qu'ils ne le pensent. Et ils commencent les séances. Ils se sentent en forme, tu vois. Ce que je leur fais faire, ça a l'air trop facile. Du coup, on monte en charge. Et la semaine dernière, vous étiez capable de faire ça. Aujourd'hui, vous faites ça. Ouais. Je me sens bien en plus. Bon, j'ai eu des courbatures, mais j'ai eu mal. J'ai pensé à vous tout le week-end. Ça arrive tout le temps. Ah, j'ai pensé à vous tout le week-end. J'ai eu des courbatures tout le week-end. Je marchais en crabe, etc. Ça fait rire. Et ils adhèrent finalement au process. Et parce qu'ils le ressentent. Je pense qu'ils le ressentent. Ça leur fait du bien. Ils se sentent déjà capables. Et puis, ils se voient progresser. Donc, c'est trop cool. Je pense que déjà, rien que dès que tu te sens capable, tout de suite, tu as la motivation derrière Ouais. qui vient. Parce que tu pensais que c'était trop compliqué ou autre. Et puis finalement, avec un accompagnement, on te montre que c'est possible. Et là, après, c'est l'ouverture à Ouais, c'est ça. plein de choses derrière, quoi. Comme tu disais, toi, tu as commencé le tennis il y a pas longtemps. Mais je suis sûr qu'après chaque entraînement ou si tu fais des matchs, tu as des victoires. Tu arrivé à passer, je sais pas, un service volé. Maintenant, ton revers, il passe. Tu vois, il y a plein de victoires dans le tennis. C'est trop bien. Moi, pour l'instant, là, j'en suis juste à en faire avec mon épouse. On y va un peu comme ça. On est arrivé un petit peu trop tard, on va dire, donc on n'a pas eu de prof cette année. Ouais. On y va, on s'amuse un peu. J'ai eu l'occasion de faire un stage quand même pour apprendre un peu les bases. Ma femme s'est fait les croisés à ce moment-là, donc super. Donc le stage, il a duré 2 jours pour elle. Après, bon, voilà. Mais l'année prochaine, là, maintenant qu'elle est remise sur pied, je pense qu'on va voir peut-être pour prendre un cours régulier. Ouais. Parce que, voilà, comme tu dis, il y a beaucoup de choses à travailler. Surtout pour ma part. Ma femme, ça va, mais pour ma part, c'est un peu plus compliqué. À contrario, tu vois, j'arrive à faire des revers et des slices parfaitement. Par contre, mes coups droits, ils sont dégueulasses, tu vois. Donc,
Le gars arrive pas à faire le coup le plus simple, entre guillemets, mais les trucs un peu compliqués, ça passe. Mais tu Donc, vas devoir progresser semaine après semaine. Après, tu vas avoir le coup droit, ton service, il sera de plus en plus propre, tu feras de moins en moins de fautes et en fait, tu vas progresser et tu te dis, à n'importe quel âge, tu peux t'y mettre et ça, c'est top, tu vois. bah c'est ça, en fait, ça va dépendre, je pense, de l'investissement que tu vas mettre dans le projet, tout simplement. Si tu y accordes 1 heure par mois, bah c'est sûr que tu vas pas trop te développer. À contrario, si tu y vas 3-4 fois par semaine, voilà. Après, c'est pour ça il y a des sports aussi, tu vois, je voulais partir aussi sur du jiu-jitsu brésilien. Ok. Le problème qu'il y a, c'est que par rapport à mon métier, vu que je fais les postes, je pouvais y aller genre un dimanche dans le mois. Et le gars m'a dit, écoute, tu vas venir à un entraînement sur 8 par mois, tu vas pas progresser par rapport aux autres. Il dit franchement, c'est pas que j'ai pas besoin d'argent, mais il me dit finalement, je préfère te dire, écoute, reviens quand ce sera OK et que tu puisses Ouais. mettre un peu plus de temps là-dedans que venir et tu vas pas progresser et finalement tu vas être dégoûté, quoi. C'est sûr que tu y vas 1 fois sur 8, les gars, ils auront 14 entraînements de plus que toi en 2 mois. Ouais. Bah voilà, tu vas être à la ramasse, ça c'est clair et c'est net, quoi. Ouais. Parlons un petit peu donc de ton métier, donc APA. Est-ce que pour toi, c'est encore un peu trop sous-estimé en France? Alors, sous-estimé, je dirais peut-être pas par rapport aux bénéficiaires, parce que je pense que ceux qui en font ressentent le bienfait, les bénéfices d'être accompagnés, etc. Alors peut-être pas sous-estimé, mais plus méconnu en tout cas, ou pas assez démocratisé, popularisé, c'est sûr en France. Il y a dans certaines régions qui sont plus développées que d'autres, en fonction aussi des STAPS. Il y a des STAPS qui proposent la filière APAS, il y a des STAPS qui sont plus concentrés sur les professeurs de PS, d'autres qui sont plus dans la prépa physique, l'entraînement sportif, etc. Donc je pense que aussi la région fait que la population est plus sensibilisée. Nous, au Mans, on a un gros centre de rééducation, pôle du handicap, etc. Au STAPS, on a la licence et le master, donc tous les ans, on va dire, allez, il y a 60 licences et puis une trentaine de masters qui sortent, donc ça fait presque 90 pros à chaque promo tous les ans qui sortent sur le territoire. Donc je pense que là, autour du Mans, ça va. Mais dans la population générale, tout le monde connaît un kiné, tout le monde sait ce que c'est un kiné ou tout le monde a déjà été chez le kiné, mais tout le monde ne connaît pas un APA ou n'a pas été voir ou consulter un APA ou n'a pas travaillé avec un APA. Donc c'est aussi par ce biais-là que je travaille sur les réseaux sociaux depuis 2022 pour essayer de faire connaître notamment le métier, la filière, le parcours, où peut travailler un enseignant APA, qu'est-ce qu'il peut faire, quels exercices il peut proposer. C'est aussi une petite branche de ce métier dans la création de contenu qui me tient à cœur pour essayer de populariser le métier d'enseignant APA. Et justement, où est-ce qu'aujourd'hui on peut te suivre et découvrir ton travail? Eh ben, notamment sur Instagram, sur le compte Axel Santé, pour l'instant promo, axel.santé. C'est un logo vert, comme mon t-shirt aujourd'hui. Le vert pour la santé, justement, pour l'espoir, pour l'activité physique, où j'essaye de faire la promo, entre parenthèses, pas que ça, mais notamment du métier ou du parcours pour devenir enseignant APA. Si aujourd'hui tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais un peu dans l'éducation, dans le monde du travail, dans le quotidien des gens pour vraiment remettre le mouvement au cœur de leur quotidien? Ouais. Si on pouvait travailler, comme on disait tout à l'heure, dès le plus jeune âge, les premières, si j'étais magicien ou président, j'essaierais d'instaurer plus d'activité physique et du sport à l'école. Comme on disait tout à l'heure, hein, dans certaines régions du monde ou certains pays, ils font du sport tous les jours, ils arrêtent les cours plus tôt. Donc moi, j'aimerais beaucoup que les enfants ils fassent plus d'activité physique déjà pour leur santé et puis surtout pour préparer leur avenir. Dans le monde du travail, qui est beaucoup plus d'ateliers, prévention des TMS, activité physique sur les temps du midi. Moi, je vois à l'université, il y a beaucoup de choses qui sont proposées pour le personnel de la fac. Du renforcement musculaire, du pilates, du yoga, l'accès à la salle de musculation, des cours d'aquagym, aquatraining, etc. Il y a quand même des entreprises, des structures qui ont compris l'intérêt pour leurs salariés d'avoir un temps pour l'activité physique.
que ce soit sur la pause du midi ou alors juste après le travail. Il y a aussi des structures, tu débauches à 17h, à 17h30 si tu restes, il y a un prof, il y a un coach, il y a un préparateur, un éducateur qui vient et qui te fait sur ton lieu de travail une séance d'1 heure d'activité physique. Ton entreprise te prend 50%, on va dire, du montant. Donc toi, tu as juste à payer 50% du reste. Tu es sur place, tu fais ta séance, tu rentres après. Moi, j'aimerais, si j'étais, comme tu disais, avec une baguette magique, que ce soit partout. L'accès à l'activité physique pour les salariés, plus de sport pour les étudiants, que ce soit école, collège, lycée et études sup aussi, parce qu'arrivé aux études sup, il y en a qui morflent. Quand tu vois C'est ceux clair. qui se butent sur les facs de médecine, les prépas, pour devenir, je sais pas, ingénieur, etc., et qui consacrent 1 année, voire 2, travail, plus d'activité physique, plus de loisirs, plus de temps libre. Donc essayer d'intégrer tout ça au maximum. Et si tout le monde arrivait à avoir au moins un temps par semaine, pas forcément tous les jours, mais au moins 1 fois par semaine, déjà, ce serait une belle victoire. Bah écoute, que les gens qui sont en charge de tout ça t'entendent et mettent les choses en place. Ah, ça va être Comment difficile. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Comment tu vois l'évolution, toi, de la sédentarité dans les 10 prochaines années? Est-ce que tu es plutôt inquiet ou alors optimiste avec ce que tu vois aujourd'hui? Il y a deux visions des choses. Il y a toujours une vision plus pessimiste en se disant que la population française est vieillissante, mais ça c'est un fait, qu'il y a de moins en moins de natalité, et c'est aussi un fait, et que du coup il y a de plus en plus de pathologies chroniques, problèmes d'obésité, on en parlait tout à l'heure, pathologies cardiaques, respiratoires, etc. Donc je pense que pour certaines, il faut prendre le train en marche le plus tôt possible, parce que si on parle d'une dizaine d'années, comme on disait tout à l'heure, si tu continues pendant 10 ans, tu vas décliner, mais si tu commences maintenant, tu peux limiter la casse ou même améliorer les choses. Donc ça, c'est la vision la plus pessimiste. Et la vision la plus optimiste, ça serait de se dire, bon, il y a quand même pas mal de choses qui changent. On met en place des dispositifs, que ce soit les communications sur les réseaux, la télé, la radio, etc. De plus en plus quand même, on peut avoir accès à des infrastructures pour faire de l'activité physique, du sport. Il y a des salles de sport partout maintenant, que tu sois à Basic Fit, Fitness Park, On Air, Elancia et j'en passe. Il y a quand même des centres et des salles partout, des clubs de sport et des associations sportives dans toutes les communes. Je vois que l'inflation des petites activités, stretching, pilates, yoga dans les maisons de quartier, les communes, etc. Donc il y a quand même un accès privilégié. Il y avait le passeport. Je sais pas si tu connais le passeport pour les jeunes. Tu sais, ils ont le droit à X séances à l'année qui sont gratuites ou X. Non, ça me dit rien. Je connaissais le pass culture, mais pas le passeport. Ouais. Alors le pass. Attends, je te dis pas de bêtises. Le passeport en France. Sur tout ce qui est autour du sport, c'est toujours un peu méconnu, malheureusement. Ouais, Mais ce c'est qui est bien, ça. c'est comme tu dis, tu vois, il y a autant de McDo et de Burger King qui poussent à la Ouais. ronde, mais du coup, il y a autant de salles aujourd'hui qui poussent aussi. Donc, mais Ouais, généralement, c'est ça. quand tu regardes, justement, avant de commencer le visio avec toi, je regardais sur c'était un reportage sur le Burger King, tu sais, ils montraient un peu comment ils sont développés, machin. Ouais. Ah bah, tu voyais le Burger King qui était collé à un Basic Fit. Tu te dis, Ah non, ouais. mais Ah putain. c'est assez compliqué, tu vois, tu sors, Ouais. tu dis, bon, allez, j'ai faim, qu'est-ce que je fais? Allez, je vais taper un petit burger tranquille. Ouais. Pour moi, c'est pas le bon emplacement, tu vois. Bah, t'as raison, parce que c'est vrai qu'au Mans, il y a un fitness park qui a poussé dans le centre-ville, mais à droite, il y a un KFC et à gauche, il y a un McDo. C'est fou, ça, c'est vraiment un Ouais. fléau, quoi. Mais ouais, il y en a partout. Et ouais, pour revenir sur le passeport, c'est une aide de l'État pour toute inscription dans des clubs ou des associations sportives pour les jeunes. Donc, c'est une aide financière de 70 € par jeune qui veut couvrir des frais d'inscription dans un club, une association sportive. Ok, Donc, il y intéressant. a quand même des choses, tu vois, qui sont mises en place, même pour les personnes les plus démunies, pour avoir accès à l'activité physique et au sport. Donc, j'espère que ça se passera bien dans les prochaines années, qu'ils vont continuer de communiquer sur le décret sport santé, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites et tout, mise en place des maisons sport santé, il y a quand même pas mal de choses aussi autour de tout ça, donc j'espère que ce sera plus positif que négatif.
Bah, justement, moi, dimanche, il y a un épisode qui sortira avec justement un président d'association. Nous, en Moselle, on a la chance d'avoir justement une maison sport santé qui a été montée de toutes pièces par le département. Ok. Et tu peux donc y avoir accès. Toutes les personnes qui sont en situation d'obésité ou alors qui ont une ALD, qui sont en Ouais. situation ALD, peuvent aller justement dans cette maison sport santé gratuitement. Ah ouais. Donc c'est financé par le département et du coup c'est à hauteur de quelques séances. Et justement tu vas là-bas pour réapprendre à avoir du sport, avoir de la mobilité, avoir de l'activité sportive. Et ça, justement, tout est financé par le département de la Moselle. Donc, c'est vrai qu'on a une chance. Ah, trop bien. Et c'est pour ça que j'ai enregistré justement avec le président de l'association parce que, en fait, c'est méconnu. Personne connaît. Donc, je dis, il faut essayer de mettre ça en lumière parce que c'est, comme tu dis, voilà, peut-être pour des gens qui n'ont pas les moyens de pousser les portes d'une salle de sport, Ouais. soit par manque de moyens ou soit par peur aussi justement du regard des autres. Ouais, bah oui, puis de pas savoir comment s'y prendre ou comment faire. Bah c'est ça, oui, t'as une cinquantaine d'années, comme on dit, voilà, ça fait 25 ans que tu fais pas de sport, bah tu démarres par quoi? C'est Ouais, ça c'est qui est ça. compliqué, tu arrives ok en salle de sport, mais tu fais quoi? Il y a 50 000 machines, Ouais, tu sais pas par quoi commencer, est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je ouais. travaille le haut du corps, le bas du corps, tout ensemble, Bah ouais, 1 heure, 2 heures, 3 heures. c'est Et ça. donc c'est vrai que c'est vachement intéressant et c'est cool d'avoir mis ça en place, mais après c'est aussi alarmant parce que si c'est là, c'est que il y a énormément de demandes et il y a Bah du oui. besoin. Bah oui, oui. Donc c'est bien, mais voilà, c'est alarmant aussi quand même, quoi. Ouais. Les projets, tu vois, c'est assez récent, hein. Les projets, on en parlait avec une collègue l'autre jour. C'est les projets sport sur ordonnance. Ça date que de 2016 et les décrets autour du sport santé, ça date que de 2016, tu vois. Donc, le ministère et l'État poussent pour qu'il y ait plus de structures qui puissent accueillir, mais parce qu'en fait, il y a une demande et un besoin énorme qui sont obligés de créer et financer ces maisons sport santé là pour pouvoir rendre accès, parce que sinon c'est la population, elle va se péter la gueule dans les prochaines années. Ça va être, on va se retrouver Ouais, avec c'est que, malheureux, mais bah oui, justement dans leur reportage, autant j'ai regardé celui de McDonald's, maintenant je me tape celui de Burger King. On est quand même après les États-Unis, le deuxième plus gros consommateur. ah ouais, Ouais. Donc il y a les États-Unis et il y a nous, juste derrière, quoi. ah ouais, C'est des milliards d'euros qui est généré par ces chaînes de restauration rapide, ouais. pour pas dire de malbouffe, mais, euh, mais ouais, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Ah, puis je pense que ceux qui consomment le plus parmi ce pourcentage-là, c'est sûrement ceux qui n'ont pas d'activité physique ou sportive à côté, malheureusement. Je pense aussi, ouais. Oui, c'est pas ceux qui sortent des Basic Fit Non. qui vont directement derrière, hein, malheureusement. Enfin, fort heureusement plutôt, Ouais. euh, qu'ils ont l'intelligence et peut-être aussi Mm. comment dire, pas la formation, mais de se dire voilà, si tu fais du sport derrière, c'est inutile d'aller casser tout ça en allant manger des Ouais. fast-food. Et comme on disait tout à l'heure, l'accès aussi aux activités physiques, ça a fait quand même beaucoup de bien, l'arrivée, notamment sur YouTube, tu vois? Pour prendre l'exemple le plus connu de tous, Thibaut InShape, qui a démocratisé l'accès à la musculation, faire du renforcement musculaire. Tu peux trouver tellement de choses gratuites sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok. Bon, TikTok, je suis un peu moins fan par rapport à toutes les dérives. Mais au moins YouTube et Instagram, des séances qui sont préconçues, on t'explique les exercices, pourquoi les faire, comment les faire. Il y a des séances toutes faites à la maison, t'as juste à mettre YouTube sur ta télé ou sur ton ordi, tu peux faire les exercices en même temps, tu vois. Moi, je sais que ma femme, pendant le confinement, elle se faisait ses séances avec Sissi Mua ou une autre youtubeuse fitness. Mais au moins, tu vois, tu sais pas quoi faire, tu mets ça, tu te laisses guider et tu peux faire tes séances chez toi. Il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place. C'est que les Bah, c'est gens, il pour faut ça que ça qu'ils avait s'y mettent. justement avec le confinement, ça avait explosé. Je sais pas si tu te souviens de Mm. Fitaya. Non, ça me C'était parle des pas. séances c'est au fait si tu prenais un abonnement mensuel ou annuel, peu importe. Ok, Et en fait, tu avais accès à des séances de sport filmées. Donc, comme tu dis, tu mettais la séance sur ta télé. C'était un peu sous forme de HIIT, ok. cross-training, etc. Et du coup, bah, tu avais juste à le refaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu dis, bon, ça, c'était payant. Mais sur YouTube,
t'as des séances de HIIT, de cross-training. Ouais. En veux-tu, en voilà, Ah qui bah, sont c'est clair. gratuites. Ouais. Et c'est vrai que si t'as pas beaucoup de temps, les gens ils disent ouais, moi j'ai pas 1 heure, ouais, j'ai que 20 minutes, etc. Bah franchement, moi je vais ça s'appelait C8 à l'époque là. Et ben tu vas sur le YouTube, bah tu trouves des séances de HIIT en 25 minutes. Ouais, c'est clair. Échauffement, exercice et étirement compris. Ouais. Donc 25 minutes, franchement, voilà, tout le monde a un peu 25 minutes. C'est Tu restes sûr. un peu moins longtemps aux toilettes à scroller sur ton téléphone. C'est ça le Et puis problème. tu vas bouger un peu plus ton cul, quoi, on va dire. Ouais. Puis il y a tout. Tu tapes sur YouTube séance cardio, renforcement pectoraux, cuisses fessiers, abdos. T'as pas de matériel, on te demande de prendre au moins des bouteilles d'eau, une chaise. Ah, si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu Voilà, peux. on est d'accord. Voilà, t'es pas obligé d'aller acheter de l'équipement, Ouais. une chaise, un manche à balai, Ouais. 2 packs d'eau. Ouais, c'est ça. Voilà, tout le monde a de quoi faire un peu à la maison, une grosse casserole, peu importe. Il y a de quoi faire. Et au tout début, regarde, ça me fait repenser à ça. Quand il y a eu le confinement, j'ai monté mon home gym dans mon garage. Ok. Cool. Je savais pas trop comment que ça allait donner. Alors je me suis dit, je vais pas trop investir. Je vais prendre un peu 2-3 trucs. Eh ben écoute, j'ai acheté des plots de parasol chez Castorama. Ouais. Il faisait, je sais plus, je crois que c'était 25 kilos le plot. Eh ben je mettais de ça de chaque côté de ma barre et puis roule, tu vois. Il faut toujours voilà trouver un peu le système D, une clair. poulie, une élingue avec quelque chose, tu vois, accroché à 2 agglos, 3 agglos et puis allez, c'est Ouais. parti. On Ah oui, travaillait un carrément. petit peu les biceps, les triceps et puis go, quoi. Ouais. J'ai noté aussi que tu t'étais formé donc dans d'autres domaines. J'ai noté pilates et sexologue. Pourquoi Ouais. tu t'es orienté vers ça? Alors, la première chose, c'était Pilates. Donc, c'était une activité complémentaire, surtout pour les patients. Les patients où je travaillais, donc Ligue contre le cancer, milieu associatif et tout, on cherchait à développer des activités plus douces. Donc, les activités douces pour les patients, comment je leur vends le terme, c'est l'activité douce, c'est pas forcément une activité facile. L'activité douce, c'est qu'il n'y a pas de risque de choc, de chute. C'est une activité qui est non traumatisante. C'est pas comme faire du step, faire de la corde à sauter, faire de la zumba, etc. Donc plus accessible et de renforcement musculaire. Donc on reste dans la continuité de faire de l'APA, faire de la muscu, etc. Et donc c'était hyper intéressant pour tous ces patients-là. Et en fait, on a vu que avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la vague du sport santé, les gens cherchent à faire des activités plus calmes, plus douces. Il y a eu des grosses vagues dans les années 2010 autour de la Zumba, tu vois. Et après, tous ceux qui ont arrêté la Zumba, ils se sont arrêtés parce qu'ils étaient fracassés. Ils étaient fracassés, c'était trop dur, ils n'arrivaient plus à suivre les cours. Et après, les gens se sont tournés vers d'autres activités, plus douces, plus cool. C'est un peu comme le parallèle avec dans les salles de muscu, tout ce qui est autour des mills, body pump, body combat, body attack. Donc ça va quand tu as une certaine génération ou un âge, je sais pas, entre 30, 35, 40 ans. Mais la population qui vieillit, elle cherche des activités un peu plus cool, plus douces. Ah, j'ai mal aux genoux, je peux plus faire de step, je peux plus faire de corde à sauter. Et donc continuer les activités en parallèle de ce qu'ils font déjà à côté. Le Pilates, ça a super bien marché. Moi, j'ai travaillé jusqu'à 12 heures de séance par semaine, ouais, au maximum. Donc, c'était un tiers de mon emploi du temps, quand même. Et grâce à ça, derrière, on a écrit un livre sur le sujet avec un collègue qui a une collection, une édition sur le Pilates, comme un outil pour la santé. Donc, un outil complémentaire à l'activité physique. Et puis, depuis l'année dernière, une formation pour justement former les enseignants APA, les coachs, les kinés, les éducateurs sportifs qui veulent se développer autour du Pilates et monter leur créneau et développer leurs activités pro. Ok, top. Ça, c'est pour le Pilates. Et la partie sexo, c'est étonnant que tu l'aies retrouvé parce que j'en ai parlé à une certaine période, mais j'en ai fait très peu la promotion parce que j'ai passé un DU de sexothérapeute. Donc, en 2023, si je dis plus de bêtises, mais en fait, je l'ai jamais utilisé. Ok, bah, j'ai bien fait mes devoirs, hein. J'ai Ouais. recherché, j'ai Ouais. été rechercher tous les petits détails croustillants. Et du coup, pourquoi tu l'avais passé? C'était Et ben, en fait, c'était pareil. Pour un projet d'accompagner des patients atteints de cancer qui ont des difficultés liées à la maladie ou les traitements autour de la vie intime. Donc, il y avait déjà des consultations et des ateliers de sexologie, des conseils autour de la sexo, de la vie intime
pour les patients où je travaillais. Et donc, mon collègue qui était aussi sexologue, donc lui, il a fait vraiment une école de sexologie en 3 ans, avait ouvert un DU, donc en 1 année, pour devenir conseiller en santé sexuelle. Donc, le DU s'appelle conseiller en santé sexuelle, il est toujours d'actualité et il cartonne, il marche beaucoup. Et donc, te donne un grade de sexothérapeute. Donc, un sexothérapeute, on va dire, c'est un professionnel qui est sensible, voilà, à tout ce qui est autour de la sexualité, mais ce n'est pas un sexologue. Le sexologue a vraiment un diplôme en 3 ans, une catégorie, donc tu es soit sexologue si tu es médecin, ou tu peux être sexologue clinicien si tu as un parcours autour de la psychologie, par exemple. Et donc, le sexothérapeute a certains champs de compétences, mais aussi certaines limites. Donc, nous, on va pas faire de suivi de thérapie, tu vois, s'il y a eu des problématiques d'inceste dans l'enfance, de problématiques de viol ou d'attouchement sexuel, etc. Et en fait, les sujets sont hyper intéressants, mais sont quand même lourds à porter. Et je me sentais pas assez légitime ou pas assez investi dans le process pour pouvoir développer des consultations autour de la sexo. Ça s'est jamais présenté à moi. J'ai pas non plus été faire les démarches pour intervenir, par exemple, dans les lycées, les collèges pour faire de la prévention, des ateliers, tu sais, comme on avait eu déjà autour de la sexualité, tu sais, pour les premiers rapports, comment on met un préservatif, c'est quoi le consentement, etc. Donc tout ça, je me sentais pas du tout à ma place. Et donc finalement, je l'ai jamais utilisé et je pense que je l'utiliserai malheureusement jamais. Ok. Moi, je l'avais quand même retrouvé. Ouais, mais c'est super intéressant en tout cas et c'est un métier aussi qui aura toute vocation parce que en 2030, le ministère de l'Éducation veut qu'il y ait 3 séances par tranche d'âge tous les ans. Donc de la primaire, collège, lycée, qui est 3 séances par année. Donc je sais pas, une en septembre, une en janvier et une en avril, par tranche d'âge. Donc ça veut dire que toutes les classes, tous les groupes doivent avoir 3 séances dans l'année d'éducation à la sexualité. Et comme on disait, voilà, le consentement, les problématiques autour de la pornographie, les dérives, etc. Et donc le plan, c'est que l'éducation nationale en 2030, donc on arrive assez vite, mette ça en place. Et donc pour mettre ça en place, il faut des professionnels formés et donc notamment des conseillers en santé sexuelle. Donc il y a du boulot. Ok. Ouais, j'avoue, intéressant. Ouais, c'est une filière à exploiter, quoi. Exactement. Ok, écoute, j'ai terminé la trame principale de mes questions. Ouais. On va attaquer juste les dernières petites questions de fin, assez rapides. Pour toi, quel est le meilleur exercice polyarticulaire? Oula. On change d'ambiance. Le meilleur exercice polyarticulaire? J'aime beaucoup, moi, le soulevé de terre. J'aime beaucoup le soulevé de terre par rapport au mouvement fonctionnel pour la vie de tous les jours. Se pencher, plier les jambes, redresser avec son dos pour soulever et porter une charge. Je trouve qu'il est hyper pertinent s'il est bien fait. On le fait beaucoup avec les patients à charge légère, tu vois, même des fois c'est sans charge. Se pencher avec le dos droit, se relever. Donc moi, si je devais en choisir un, je dirais le soulevé de terre, le deadlift. Est-ce que tu te complémentes en complément alimentaire? Oui, bien trop, bien plus que nécessaire, je pense même, parce que j'ai la chance d'avoir un partenariat avec NutriPure grâce à mon travail sur les réseaux sociaux. Donc c'est un peu biaisé, mais j'en prenais avant d'avoir avoir un partenariat. Quand j'ai commencé la musculation, je me suis intéressé à tout ça. J'avais notamment, et ça m'a fait rire quand j'avais vu sur ton profil que tu avais reçu Rudy Koya, parce que c'est un des premiers que j'ai suivi. J'avais acheté ses programmes, ses e-books de prise de masse et de sèche. C'était déjà en 2013. Et donc, lui, il avait déjà super physique. Et j'ai commencé à m'intéresser, Thibaut InShape, la musculation, les protéines, la créatine, etc. Et j'avais déjà commencé à l'arrivée en première année de STAPS. Ouais, la whey et la créatine, notamment. Et après, comme tout go muscu qui se respecte, prise de masse sèche. Donc avec des compléments alimentaires comme des oméga 3. J'avais testé aussi la citrulline, les multivitamines, le magnésium, le zinc, le fer. J'ai testé tellement de choses. Mais là, en ce moment, quand même tous les jours, j'ai
multivitamine oméga 3, le soir, magnésium, ashwagandha pour dormir, créatine tous les jours, bêta-alanine aussi pour les activités intenses, surtout en Irox. Un peu de Et vitamine D. ouais, Mais si aujourd'hui, du coup, je te demande si tu devais garder qu'un seul complément alimentaire. je dirais la créatine. La créatine, pour moi, c'est celle qui, je pense, a le plus d'effets et le plus de bénéfices. Et c'est aussi celle qui, scientifiquement, est la plus étudiée et la plus prouvée pour les bénéfices physiques, la récupération, la force. Donc, si je devais en garder plus qu'un, je dirais la créatine. Parce que les multivitamines, en fonction de ton alimentation, les oméga aussi, le magnésium aussi. Si tu manges assez de protéines, t'as pas forcément de te complémenter en whey. Mais la créatine, ouais, pour avoir les stocks pour l'activité physique toute l'année et tout, je pense j'en garderais qu'un, ça serait ça. Et toi? Moi, la créatine, tu sais que pendant longtemps, je l'ai pris sous forme de poudre. Ouais. Au final, je la prenais, je la pissais direct. Donc, Ah ouais? très compliqué, ouais. J'ai commencé maintenant à la prendre en cachet. Ok. Cachet, je la supporte bien. Mais moi, je pense quand même que je garderais collagène. Ok. Ouais, en vrai, collagène pour tout ce qui est articulation, bien vieillir aussi, peut-être pour la peau, etc. Ouais, j'en prends aussi, ouais. Si tu devais donner un conseil bien-être qui va au-delà du sport, Bien dormir. justement, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Là, c'est vraiment game changer. Moi, je me suis mis, tu vois, tu parlais du tennis récemment. Moi, je me suis mis à la course à pied il y a 1 an. Donc, le lendemain de mes 30 ans, j'ai commencé la course à pied. Et en fait, c'est des séances d'activité physique qui te crament. Donc, pas forcément les sorties longues ou tranquilles, mais les séances VMA, les séances seuil, tu mets du rythme, du tempo. Et en fait, pour récupérer, il faut absolument bien dormir. Et vraiment, j'ai mis un mot d'ordre là-dessus depuis que j'ai commencé la course à pied et l'Aerox. C'est arrêter les écrans au moins 30 minutes le soir avant de se coucher. Favoriser un endormissement de qualité dans une chambre où il fait plutôt frais. Donc moi, souvent, j'aère un petit peu, j'ouvre ma fenêtre avant de me coucher. J'essaye aussi de manger pas trop tard pour avoir le temps de digérer et vraiment favoriser l'endormissement et un sommeil récupérateur. Franchement, ça change tout. Je le vois, hein, du haut de mes 31 ans, entre les nuits que je fais à 6h30, 7h et quand je dors 3-4 nuits à plus de 8 heures d'affilée, bah, je suis pas du tout la même personne. Mais est-ce qu'avec des enfants, c'est facile de bien gérer son sommeil? Non. Quand tu as des enfants, tu peux malheureusement faire une croix sur ton sommeil de qualité pendant plusieurs semaines, mois, et c'est là où c'est difficile et c'est là où tu te rends compte de la richesse d'un sommeil récupérateur ou au moins d'une quantité de sommeil. C'est quand tu l'as perdu ou quand tu l'as plus et que enfin tu commences à redormir ou re-bien dormir, tu dis ah ouais, en fait non, ça change tout. Ça change mes humeurs, ça change mon appétit, mon énergie, ma motivation, ça change évidemment mon énergie à l'entraînement. Non, ça change tout. Donc ouais, c'est difficile quand t'es parent. Malheureusement, sur ça, tu peux pas trop jouer. Donc t'essayes de faire au mieux, de faire relais avec ton épouse. Si tu peux, évidemment, en journée, t'as le temps de faire des siestes ou pas, t'en profites, t'essayes de faire des siestes, mais tu sais que c'est des moments où tu vas devoir sacrifier malheureusement ton sommeil. Tu peux à côté continuer de bien t'entraîner, mais ça va être plus dur. Tu peux continuer de bien t'alimenter, évidemment, mais le facteur sommeil, tu sais que sur celui-là, tu pourras pas faire au mieux de ta forme. Mais quand tu pourras le reprendre, vraiment, ça change tout. Est-ce que tu as une citation ou une phrase motivante qui t'inspire au quotidien? Ouais, c'est depuis que, enfin là, c'est plutôt en rapport avec l'activité physique et la performance. C'est entraînement difficile, compétition facile. Ouais, pas Et faux. C'est vrai que si tu ouais, donnes tout à l'entraînement, logiquement, la compète, elle devrait passer, ouais, c'est devrait bien ça. glisser, quoi. Mais vraiment, des fois, tu te mets des séances où tu vois, en fonction de ta programmation, tu te dis: «Non, mais cette séance, c'est l'enfer, je vais mourir, je vais prendre une grosse cartouche». Et oui, tu prends une grosse cartouche, tu prends une tempête. Et en fait, tu te dis, c'est l'accumulation de toutes ces séances qui sont difficiles, c'est là où tu te mets dans le mal, que ce soit physique ou même mental, de te dire, ah ouais, il faut en faire encore, allez, c'est une séance 15 fois 400 mètres, j'en ai fait que 7, je suis à peine à la moitié, ok, c'est dur et tout. Et c'est toutes ces petites difficultés que tu te mets
en préparation, en entraînement, et le jour où tu fais une compète, ton premier match de tennis, un match de foot, t'es en forme, une compétition de course à pied, un 10 km, un semi-marathon, tu te dis, OK, j'ai été préparé pour ça, et du coup, bah, ça se passe bien. Parce que tu t'es mis dans des conditions pour que ça se passe bien. Quel conseil donnerais-tu au toi d'il y a 10 ans? Oh là! Et bah, tu vois, il y a 10 ans, donc on était en 2016, donc j'étais en plein dans la muscu, beaucoup de muscu. Et là, tu vois, j'avais 21 ans. Je me suis mis qu'à courir à 31 ans, donc je me dirais, commence la course à pied. Commence à travailler ton cœur, commence à travailler ton cardio, parce que faire de la muscu, c'est bien, esthétiquement, OK, on a plus de force, on se sent bien dans ses vêtements, on a peut-être un peu plus de confiance en soi. Moi, je sais que ça m'a aidé au niveau de la prestance ou de la carrure à me sentir un peu plus à l'aise, que quand il fallait parler pour faire des oraux, prendre en coaching des groupes, etc. Ça m'a donné un peu plus confiance en moi, donc c'était super de continuer comme ça. Mais si en plus je pouvais lui dire c'est super la muscu, continue ce que tu fais, mais commence à courir ou entraîne-toi différemment, parce que tu verras que quand tu vas t'y mettre à 30 ans, tu regretteras de pas t'y être mis, pardon, plus tôt. Est-ce que tu penses que c'est l'Aerox, on va dire, un peu aujourd'hui qui ramène ce côté cardio? Parce que c'est vrai qu'on vient, comme tu dis, d'une époque Rudy Koya, où on était très muscu, Ouais, on parlait pas de cardio, c'était 1 heure et demie, on ouais, tape à fond. On se disait pas, est-ce que le cardio, je dois le mettre avant ou après ma séance, tu sais? Parce qu'il y avait pas de cardio, ouais, donc c'est ça. il y a il y avait pas de sujet, tu Ça vois? existe pas. C'est ça. Alors, est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est l'Aerox qui a un petit peu ramené ce côté course à pied? Je pense déjà avant l'Aerox, il y a eu le phénomène CrossFit qui est quand même arrivé, qui a fait beaucoup de bien. J'en ai fait un petit peu et c'est vrai que je me suis dit, oh la vache, c'est trop dur. Je suis essoufflé. Ok, j'ai de la force. Ok, j'ai un physique. Mais en fait, l'enchaînement des exercices, putain, ça me mettait en PLS. Donc, je trouvais ça trop dur. Donc, j'ai changé un peu ma façon de m'entraîner. J'ai fait beaucoup comme toi, j'imagine, des séances plutôt body, des séances d'hypertrophie, etc. Comme conseillé par Rudy ou Thibaut. Mais c'est vrai que dès qu'on a touché à une autre corde, le CrossFit a changé la façon de voir ou de s'entraîner. On commençait à parler d'athlètes ou d'athlètes hybrides qui étaient à la fois forts sur le plan physique, musculaire, mais aussi endurants et au niveau des exercices cardio. Après, il y a eu beaucoup, je trouve, sur les réseaux, le phénomène de course à pied. Il y a eu une grosse effervescence autour de la course à pied. On en parlait tout à l'heure après le confinement, tu vois. Strava, ça a explosé, tout le monde commençait à courir, tout le monde commençait à se déplacer. Il y a eu beaucoup de choses autour de la course, le trail, tout ça s'est démocratisé avec des créateurs de contenu ou des influenceurs autour de tout ça. Je pense à Clem qui court, Théo Détienne, des gens qui mettent en avant ça. Et c'est vrai que l'arrivée du CrossFit plus la course et maintenant l'Aerox avec des mecs qui sont quand même tankés, qui ont un physique, qui sont hyper bons à la course, qui sont cardio et tout. Je pense que toute cette effervescence, cette émulation autour de le sport esthétique, fort, endurant, je pense que ça donne envie aussi de prendre le truc en marche. Et moi, je suis tombé complètement dedans, hein. Je te dis, avant, c'était que muscu, traction, séance pull, séance push, pec, épaule, etc. C'est vrai que maintenant, je m'entraîne différemment. Ça me fait du bien aussi, personnellement, de me dire, je peux être à la fois endurant, mais je peux être à la fois aussi physiquement un peu plus fort et en plus, je suis un peu plus mobile. Et puis, plus tard, je vais pouvoir continuer de courir ou accompagner mon fils, que ce soit à vélo ou en course à pied, etc. Donc, ça a fait du bien. Est-ce que c'est un effet de mode? Peut-être aussi, mais je pense que maintenant que ma vision des choses et ma façon de m'entraîner, elle a changé, et je pense que ça continuera dans ce sens-là. Les deux sont, pour moi, importantes. Je sais pas comment toi tu le perçois. Bah, moi, l'Aerox, c'est une bonne chose parce que, bah, n'empêche, ça met encore une fois beaucoup de monde au sport. Parce qu'il y en a plein qui, Ouais. justement, ne faisaient rien. Et on le voit même sur les courses aujourd'hui, hein. Tu vois des gars qui font un Aerox en 1 h 40, 2 heures. Ouais. Bah, peu importe, c'est bien, tu vois. Après, bon, euh, je sais plus qui c'est qui disait, je sais pas si c'est pas Rudy justement qui disait ça. Il disait, en fait, les gens sont fiers d'afficher un Aerox en 2 heures, tu vois. Ouais. Alors que c'est pas éclaté, mais c'est sûr que par rapport, on va dire, quand tu prends le haut du panier, tu es plus dans les 1 h 15, 1 h 20 Ouais. pour des débutants, plus vers 1 h 05 pour des gars un peu confirmés.
Mais après, en soi, si ça met les gens au sport, je me dis, voilà, pourquoi pas. Ouais. C'est un effet de mode peut-être, mais si maintenant tu te mets au sport, ben, le jour où il y a plus d'Aerox, où c'est plus la mode, eh ben, peut-être que tu continueras quand même parce que tu te Ouais. dis, ben, écoute, maintenant j'ai les capacités, pourquoi m'arrêter en si bon chemin? Pourquoi pas démarrer autre chose? Ouais, c'est ça. Commencer, je sais pas moi, un autre sport parce que voilà, tu es capable de faire alors qu'avant tu étais dans ton canapé, tu étais sur ta PlayStation à jouer tout le temps. Ouais. Les effets de mode, c'est bien. Voilà, tant que ça ramène au sport, moi je dis pourquoi pas. Ouais, c'est Après, ça. c'est un budget. Oui, aussi. Voilà, c'est un budget comparé à d'autres sports. C'est sûr que voilà, il faut un peu d'oseille, mais voilà, pourquoi pas. Ouais. C'est ce que je dis, pourquoi pas. Ouais, comme tu dis, du moment que ça amène à faire du sport, c'est peut-être des gens qui l'auraient jamais fait si ça avait jamais existé, comme ceux qui se mettent à faire un marathon. Bon, faut forcément se préparer et tout, mais c'est le genre de défi ou challenge où tu te dis, peut-être qu'il y en a qui se sont motivés parce qu'ils ont vu les autres faire ou parce qu'ils en ont entendu parler et qui seraient jamais mis s'ils avaient pas vu un reportage sur la télé, une vidéo sur YouTube ou un mec sur les réseaux sociaux qui l'a fait. Et tu te dis, bon bah, si c'est dans ce sens-là, c'est sûr que c'est cool. Si ça peut aider les gens à se motiver, à créer une espèce de cause, une émulsion autour de l'activité, tant mieux. C'est vrai que c'est Ouais, toujours bah tu bon à parlais prendre. de Strava et c'est vrai qu'aujourd'hui, Strava, c'est devenu un peu à celui qui affiche le plus gros kilomètre, le Ouais. meilleur temps, le truc. Bah, c'est pareil. Après, est-ce que vraiment tu as besoin de prouver aux gens de base le sport, c'est fait pour toi? Mmh. Après, bon, c'est sûr quand tu es reconnu mondialement, ça doit être cool. Je sais pas et je le saurai certainement jamais, mais ouais, ça doit être sympa. Mais après, avant tout, je pense qu'il faut savoir pourquoi on commence, pourquoi on le fait. Et je Ouais. pense que d'abord, le sport, ça doit être quand même une cause personnelle avant que ce soit un truc à montrer. T'as vu, j'ai fait tant de kilomètres en un temps record, etc. Ouais. Voilà, fais ton sport de ton côté. Et après, bon, voilà, si tu as des performances hors normes, partage-les, ça c'est sûr et certain. Si ça peut te ramener de l'oseille et voilà. Mais voilà, je reste sur le pourquoi pas. Pourquoi pas. Où te vois-tu dans 10 ans? Eh bien, j'espère à peu près à la même place. J'ai la chance d'aimer mon métier, d'aimer ce que je fais, d'avoir la chance d'avoir du temps pour m'entraîner un peu tous les jours. Donc je me vois dans les mêmes environs autour du Mans, de l'université, donner des cours pour les étudiants, essayer de transmettre, partager, continuer d'accompagner des patients, des gens qui ont besoin. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui ont besoin, comme on disait. Malheureusement, il y a trop de sédentarité, il y a trop d'inactivité, il y a trop de maladies, il y a trop de handicaps. Il y aura toujours des gens dans le besoin. Donc finalement, dans 10 ans, je me vois à la même place avec mes enfants qui seront plus grands. Comme on disait tout à l'heure, j'espère que je leur mettrai toujours la pilule dans les activités sportives à 41 ans, j'espère. Et puis bah voilà, encore en forme, euh, pouvoir continuer d'avoir le rythme de vie que j'ai là, ça serait super. Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours? Projet pro, pas spécifique, non. Je vais continuer de développer mes formations et mes projets sur les réseaux. Bah, j'espère que ça va continuer de grandir et de pouvoir créer et continuer d'aspirer ou de motiver des gens aussi autour de tout ça. Et du côté perso, bah, c'est tout ce qui est lié autour du développement plutôt personnel, que ce soit sportif, que ce soit devenir une meilleure version de moi-même en continuant ben voilà de m'informer, de me former. Donc pas vraiment de projet en mode un livre, un e-book, un podcast, une chaîne YouTube, mais plutôt continuer à aller de l'avant. Ouais, c'est bien, c'est déjà bien. Être une meilleure personne que la veille, c'est cool. Ouais. La dernière question, est-ce que tu as une personne à me recommander pour un futur podcast? Donc là où toi, tu as été recommandé par Lucas Olivier, Bah, c'est aujourd'hui toi qui vas me recommander quelqu'un d'autre, j'espère. bah si tu veux rester dans l'univers autour de l'activité physique, le sport ou la santé, j'ai un collègue aussi qui a un parcours, je pense, assez intéressant, qui est aussi enseignant à part, et lui qui est devenu cadre de rééducation dans le centre où il travaille. Et à côté de ça, en plus, sur le côté perso, il est triathlète, donc vélo,
course, natation. Pareil, il se bute pas mal. Il a fait des randonnées GR20, etc. Et je pense que lui, il a une vision du métier encore différente parce qu'il travaille en structure. Il est responsable donc d'une équipe. Maintenant, il est cadre, donc il a des kinés, des APA, des ergos sous sa coupe. Et puis sur le côté sportif aussi, c'est quelqu'un qui se bute à l'entraînement, etc. Donc je pense que vous pourriez avoir pas mal de choses à discuter. Ça pourrait être intéressant. C'est Cédric Corneille et sur les réseaux, il s'appelle Adapt Your Body. Donc Adapt Your Body, c'est un des premiers comptes APA qui a été créé notamment sur Instagram. Et quand j'ai découvert qu'on parlait d'APA sur Instagram, je me suis dit waouh, c'est génial, quelqu'un qui parle enfin de notre métier. Et quand j'ai enfin su qui c'était, c'est un mec de la promo du Mans qui a été diplômé 2 ou 3 ans après moi. Et en fait, on bossait dans la même structure. Mais comme il se cachait derrière ce pseudo et qu'au début, il faisait que des infographies, ben, personne savait qui c'était. Et après, je me suis dit, non, mais c'est fou ça, le gars qui parle d'APA, il est dans le même STAPS et on travaille dans la même structure et la même asso. Et du coup, moi, je me suis lancé sur les réseaux, notamment grâce à lui, en me disant, bah, s'il y a un APA, il peut y en avoir plusieurs, en fait. Et du coup, si on est plusieurs à en parler, bah, ça sera de plus en plus facile de faire connaître le métier. Ok, bah écoute, je prends note. J'essaierai de le contacter. Si j'ai pas de réponse, je te demanderai de le contacter. Ouais, pas de souci. Et puis, on verra ça. Ok, et ben écoute, Axel, merci beaucoup de temps que tu m'as accordé. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Ah bah écoute, avec plaisir. On se tient au courant, on reste en contact, et puis je te souhaite une bonne fin de journée. Ouais, merci à toi aussi. Ciao, ciao. Ciao. Si cet épisode vous a fait réfléchir ou légèrement culpabiliser en regardant votre chaise de bureau, alors mission accomplie. Retenez une chose, le corps est incroyablement adaptable, dans les deux sens. Il peut se dégrader si on ne l'utilise pas, mais il peut aussi revenir à un niveau impressionnant dès qu'on recommence à bouger intelligemment. Merci à Axel pour son partage, son expertise et son travail sur le terrain. Si cet épisode peut aider quelqu'un autour de vous, un ami, un parent, un collègue qui dit toujours « je devrais m'y mettre », envoyez-lui. Ça peut littéralement changer sa trajectoire de vie. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et d'ici là, on reste focus et on enclenche le changement. À plus, bye bye. Focus Podcast.